Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Sullivan était rentré plus tôt ce mardi-là. La soirée s'annonçait ordinaire, l'une de ces soirées dont le déroulement ressemble à un film prévisible. Dîner avec les enfants, une douche, un peu de télévision, puis le couple qui se retrouve pour parler de sa journée avant de dormir. Mais quelque chose était différent ce soir-là. Il le sentait dans l'air. Meredith était silencieuse, plus que d'habitude. Son regard errait dans la pièce, comme si elle cherchait du courage dans les angles des murs. En se brossant les cheveux devant le miroir, son expression était celle de quelqu'un qui portait un lourd fardeau, et il ne s'agissait pas d'une de ces journées de travail difficiles. C'était un silence différent, le genre de silence qui précède l'orage. Sullivan, assis dans le fauteuil près du lit, l'observait sans dire un mot. Il l'avait toujours trouvée belle, même dans ses jours les plus simples. Mais la façon dont elle évitait son regard le fit froncer les sourcils, intrigué. Avant qu'il ne puisse demander quoi que ce soit, Meredith se tourna lentement et dit « Il faut que je te dise quelque chose. » Cette phrase tomba dans la pièce comme une pierre. Son ton était maîtrisé, comme si elle l'avait répété dans sa tête toute la journée. Sullivan prit une profonde inspiration. Il ne s'attendait à rien de grave, mais il savait aussi que lorsqu'on commence par cette formule, les nouvelles sont rarement bonnes. Il se contenta d'hocher la tête, l'incitant à continuer. Et puis, elle parla. Elle dit que Graham était de retour en ville. Pendant une seconde, Sullivan crut avoir mal entendu. Graham Foster. Ce nom n'était pas anodin. C'était l'ex-fiancé, celui qui, plus d'une décennie auparavant, avait failli épouser Meredith, l'homme qui avait presque été le père des filles qui dormaient dans la chambre d'à côté. C'était un fantôme du passé, qu'on croyait enterré, et soudain, il était là, bien vivant, en plein dans le présent. Sullivan garda son calme. Il avait toujours été rationnel. Il n'était pas du genre à crier ou à faire une scène. Alors, il demanda simplement « Et alors ?» C'est là que Meredith expliqua qu'il travaillait avec elle. Dans la même entreprise, au même étage, les mêmes ascenseurs, des déjeuners occasionnels, des conversations dans les couloirs, des rires à la cafétéria. Une série de détails qu'elle déversait comme quelqu'un qui verse de l'eau au ralenti pour adoucir l'impact, mais le verre débordait déjà. Sullivan écoutait, la mâchoire serrée. À l'intérieur, le sol se dérobait sous ses pieds. À l'extérieur, son corps ne laissait rien paraître. Il n'était qu'un homme qui, sans s'en rendre compte, venait d'être poussé dans un champ de mines émotionnelles. Chaque nouveau mot de Meredith était comme un pas sur un nouvel explosif. Elle dit qu'elle ne lui en avait pas parlé avant car elle savait que cela le mettrait mal à l'aise, et qu'honnêtement, elle essayait encore de comprendre ses propres sentiments. Sullivan alla droit au but avec une question directe. « Vous êtes sortis ensemble en dehors du travail ?» Meredith hésita. Une seconde à peine, mais dans cette seconde, Sullivan connut la réponse. Quand elle confirma que oui, ils avaient déjeuné ensemble quelquefois, il baissa simplement les yeux. Il n'y avait plus rien à dire. La vérité s'était installée entre eux, froide comme un mur de glace. Ce que Meredith ne savait pas, ou peut-être savait-elle en choisissant de l'ignorer, c'est que Sullivan avait déjà des informations. Son assistante, Tessa, d'une loyauté féroce, avait remarqué quelque chose d'étrange. Meredith qui rentrait plus tard, de longues pauses déjeuner, quelques conversations qui, selon Tessa, n'auraient pas dû avoir lieu.
Tessa n'avait pas partagé ses observations pour juger Meredith, mais par protection pour Sullivan. Elle voyait un homme trop décent pour ne pas être prévenu. Et maintenant, avec la confirmation de sa propre femme, tout s'emboîtait. Le doute se transformait en certitude. Sullivan sentit un goût amer dans sa bouche. C'était le goût de la méfiance, une chose qui n'avait jamais existé entre eux auparavant. Meredith continuait de parler, essayant d'expliquer l'inexplicable, se justifiant avec des phrases décousues comme « il n'y avait rien derrière » ou « c'était juste un déjeuner innocent ». Mais le mal était fait. Une fois que la confiance est fissurée, peu importe que ce soit un séisme majeur ou une légère secousse, la fissure est là, visible, et c'est exactement ce qu'il voyait dans ses yeux, le reflet d'une perturbation, même minime, qui pouvait mettre en péril tout ce qu'ils avaient construit. Sullivan se leva lentement du fauteuil, marcha jusqu'à la fenêtre de la chambre et regarda la rue sombre pendant quelques secondes. Dehors, le monde semblait calme. Des voitures garées, des lampadaires éclairant le trottoir, une douce brise nocturne qui faisait bruisser les feuilles des arbres. Mais à l'intérieur de cette maison, quelque chose de vital s'était brisé. Il n'éleva pas la voix, il ne l'accusa pas, il ne la jugea pas. Il se tourna simplement vers elle et dit doucement « Tu aurais dû me le dire plus tôt ». Puis, le silence. Ce silence inconfortable, rempli de tous les non-dits. La pièce semblait lourde, et les prochains mots seraient cruciaux, car à cet instant, ce n'était pas seulement Graham qui était de retour. C'était aussi le fantôme de quelque chose que Meredith pensait avoir surmonté. Et maintenant, sorti de nulle part, il venait tester la solidité de tout ce qu'elle et Sullivan avaient bâti au cours des 12 dernières années. Et le pire, le sentiment que ce n'était que le début. Meredith resta là, assise au bord du lit, fixant le sol comme s'il détenait une réponse. Les épaules voûtées, elle passait nerveusement ses doigts sur le drap, tirant sur de petits plis de tissu comme pour tenter de ranger le désordre qu'elle venait de créer avec ses mots. La chambre, autrefois un lieu de paix et de complicité, semblait soudain plus petite, plus exiguë. Chaque objet, le cadre photo de leur dernier voyage en famille, le livre sur sa table de chevet, l'oreiller que Sullivan utilisait, semblait plus lourd, comme s'il portait son propre regard, un jugement silencieux. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Ce n'était pas encore la trahison des films, mais quelque chose de plus insidieux. C'était la trahison des sentiments non résolus, des questions sans réponse, de ces émotions qui auraient dû mourir depuis longtemps, mais qui, d'une manière ou d'une autre, étaient encore vivantes en elle. La réaction mesurée de Sullivan, le contrôle de son ton, le choix de regarder la rue sombre plutôt qu'elle, la blessait plus que s'il avait crié. Son calme était le reflet d'une profonde déception, et elle le savait. Le silence s'éternisa quelques minutes, puis Meredith posa une question qui lui échappa sans vraiment réfléchir. « N'as-tu jamais eu envie de revoir quelqu'un de ton passé? » La question flotta entre eux, suspendue. Mais Sullivan ne répondit pas, et cette absence de réponse en disait plus que n'importe quel mot. Seule avec ses pensées, Meredith plongea dans le désordre de son propre cœur. Il y avait quelque chose chez Graham qu'elle n'avait jamais vraiment réussi à enterrer. Ils s'étaient aimés jeunes, de cet amour qui n'a pas beaucoup de sens, mais qui brûle intensément. Ils avaient fait des plans,
choisi des prénoms pour des enfants qui ne sont jamais nés et s'était fait des promesses sous des couvertures les jours de pluie. Mais tout s'était terminé brusquement. Graham avait accepté une offre d'emploi dans un autre État, et quand elle lui avait demandé de rester, il avait hésité. Elle avait interprété cela comme un manque d'amour et avait décidé que ça ne valait pas la peine de continuer. Ce fut douloureux, mais elle avança. Puis Sullivan était apparu dans sa vie, gentil, stable, fiable. Il ne faisait pas de promesses folles. Il n'était pas aussi intense que Graham, mais il était solide, et à ce moment-là de sa vie, c'est ce dont elle avait besoin. Avec le temps, elle était tombée amoureuse. Ce n'était pas une passion foudroyante, mais c'était de l'amour, un amour construit lentement, jour après jour. Meredith n'avait jamais regretté son choix. Du moins, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'à ce que Graham réapparaisse avec les mêmes yeux bleus et ce sourire en coin qui la faisait rire nerveusement quand ils étaient jeunes. Lors de ses premiers déjeuners avec lui, elle se répétait que ce n'était que de la curiosité, une réunion entre deux adultes qui avaient laissé leur histoire inachevée. Elle voulait des réponses, savoir ce qu'il avait ressenti en partant, s'il l'avait vraiment aimé, s'il pensait à elle, s'il imaginait ce qu'aurait pu être leur vie s'ils étaient restés ensemble. Au début, leur conversation était légère, superficielle, puis elles sont devenues plus profondes. Graham posait des questions qui la prenaient au dépourvu. Il lui demandait si elle était heureuse, si elle écrivait toujours de la poésie comme avant, si elle aimait toujours se promener pieds nus dans la maison le dimanche matin. Et c'est là que Meredith s'est perdue, car Sullivan ne posait plus ce genre de questions. La vie, la routine, les enfants, les factures, la fatigue accumulée avaient pris le dessus sur ces questions délicates. Elle savait que ce n'était pas la faute de Sullivan, c'était juste la vie. Mais quand Graham se mit à parler avec ce charme nostalgique, elle se sentit vue d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, et cela la troubla profondément. Elle ne voulait pas le tromper. Elle n'était pas amoureuse de Graham, du moins c'est ce qu'elle se disait. Mais il y avait un vide en elle, une partie d'elle-même qu'elle n'avait jamais eu le courage d'explorer, et elle se retrouvait maintenant face à un miroir émotionnel que Graham lui tendait, et elle n'aimait pas ce qu'elle y voyait. Elle était une femme mariée, mère de 2 filles, avec une belle maison, un mari loyal et travailleur, mais elle flirtait avec une idée, et elle savait que les idées pouvaient être dangereuses, parfois plus que les actes. Réalisant que Sullivan était toujours silencieux, Meredith se leva doucement et se dirigea vers la salle de bain. Elle ferma la porte, s'y adossa et laissa enfin les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes pour Graham ni pour Sullivan. C'étaient des larmes pour elle-même, pour la femme qui s'était perdue quelque part entre les draps froissés du lundi matin et les obligations de la vie d'adulte, pour la jeune femme qui écrivait autrefois des poèmes sur des serviettes en papier et qui peinait maintenant à noter son emploi du temps de la semaine, pour la culpabilité qu'elle ressentait de vouloir être à nouveau vue, désirée, rappelée comme une femme et pas seulement comme une mère ou une épouse. Elle se regarda dans le miroir. Elle était plus âgée, bien sûr. Des rides au coin des yeux, des cernes qui ne disparaissaient jamais tout à fait, un corps qui ne répondait plus comme avant. Mais il y avait encore quelque chose là, une étincelle, une volonté d'être bonne, d'être digne, de ne pas tout détruire pour une ombre du passé. Elle sécha ses larmes, prit une profonde inspiration et retourna dans la chambre. Sullivan était toujours debout près de la fenêtre, sans un mot. Elle voulait le serrer dans ses bras, lui dire pardon,
Mais une partie d'elle savait aussi que ce n'était pas le moment, que des mots vides ne répareraient rien. Dire « je t'aime » ne suffisait plus quand elle avait mis cet amour en question. Alors, sans un mot de plus, elle s'allongea sur le lit, lui tournant le dos. La distance entre eux semblait un abîme. Et tout ce à quoi elle pouvait penser en fixant l'obscurité de la pièce était de savoir s'il était encore temps de recoudre cette histoire avant que tout ne s'effondre. Sullivan ne dormit pas cette nuit-là. Il resta longtemps immobile près de la fenêtre, les bras croisés, les yeux perdus dans l'obscurité du jardin. Chaque pensée était comme un torrent, se précipitant dans son esprit sans y être invité. Ce n'était pas de la jalousie qu'il ressentait, c'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux. C'était le sentiment que la femme avec qui il partageait sa vie, ses rêves de foyer, l'éducation de leur fille, avait ouvert une brèche. Et par cette brèche s'engouffrait tout ce à quoi il n'avait jamais pensé devoir faire face. Il se rassit dans le fauteuil. Il regarda Meredith, allongée, le dos tourné, silencieuse. On aurait dit qu'elle dormait, mais il savait que non. La tension de son corps, même dans l'immobilité, montrait qu'elle menait aussi sa propre bataille intérieure. C'était peut-être ça le plus difficile. Il n'y avait pas de méchant dans cette histoire. Il n'y avait pas d'acte de trahison explicite, mais il y avait une distance, une rupture silencieuse, comme une fissure qui commence derrière le mur et n'apparaît en surface que lorsqu'il est trop tard. Pendant ces minutes, qui semblaient des heures, Sullivan pensa à tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Il se souvint du jour où il s'était agenouillé sur le quai de la petite marina, le soleil couchant derrière lui, pour demander Meredith en mariage. Il se souvint de leur choc en découvrant sa première grossesse et de leur joie extatique en entendant le battement de cœur du bébé. Il se rappela les nuits blanches avec un nourrisson dans les bras, les dimanches de petits déjeuners improvisés, les jours où ils n'avaient presque pas d'argent, mais où ils savaient l'un l'autre, et cela semblait suffire. Et maintenant, ils n'étaient plus sûrs de ce qu'ils avaient. Non pas parce que Meredith avait fait quelque chose d'impardonnable, mais parce qu'elle avait laissé un autre homme occuper un espace qui leur était réservé, et cela changeait tout, la confiance, le respect et même son identité de mari. Sullivan était d'un naturel calme, mais il avait aussi des principes solides, et il y avait une limite claire en lui, une ligne qui, une fois franchie, ne permettrait aucun retour en arrière. Il avait toujours cru que l'amour était un choix quotidien, que la loyauté ne consistait pas seulement à ne pas tromper physiquement, mais à se protéger émotionnellement. Et là, à cet instant, il se sentait sans protection. Quand l'aube commença à colorer le ciel, peignant l'horizon de nuances orangées, il se leva doucement et descendit à la cuisine. Il fit bouillir de l'eau, prépara du café, trancha 2 morceaux de pain et y étala du beurre machinalement. Ce n'était pas parfum, c'était une routine, une façon de garder le contrôle sur quelque chose alors que tout le reste semblait à la dérive. Meredith apparut un peu plus tard, toujours en pyjama, les yeux rouges et fatigués. Elle entra lentement, comme si elle marchait sur un terrain incertain. Sullivan posa une tasse devant elle sans un mot. Elle le remercia doucement, mais il ne répondit pas. Puis, prenant une profonde inspiration, Sullivan parla. Il ne cria pas, ne pointa pas du doigt, ne fit pas de scène, mais il parla avec la fermeté de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il voulait et ce qu'il n'accepterait pas. Il dit qu'il ne se battrait pas pour une place contre le passé de qui que ce soit. Il n'était pas du genre à mendier l'attention ou la loyauté.
Si elle voulait rester en contact avec Graham, si elle ressentait encore quelque chose pour lui, alors elle devait avoir le courage d'aller jusqu'au bout, mais sans l'entraîner, lui et leur fille, dans ce gouffre. Meredith essaya de parler, mais il leva doucement la main, lui demandant d'attendre, et il continua. Il dit qu'il ne voulait plus de suppositions. Il avait besoin d'actes. Alors, il mit carte sur table. Si elle voulait rester dans ce mariage, il y avait des conditions, non pas pour la contrôler, mais parce que c'était le strict minimum pour tenter de reconstruire ce qu'elle avait mis en péril. Il lui dit qu'elle devrait couper tout contact avec Graham. Pas de messages, d'emails, de déjeuner, de regards, ni d'excuses. Rien. Elle devrait activer le GPS sur son téléphone, non par paranoïa irrationnelle, mais par souci de transparence. Elle devrait commencer une thérapie individuelle pour comprendre pourquoi elle se sentait si vulnérable face à quelqu'un qui appartenait à un chapitre clos. Et en plus, une thérapie de couple pour qu'ils puissent tous les deux retrouver le chemin l'un vers l'autre. Surtout, elle devait prendre ses distances avec Céleste, l'amie qui, dit-il sans détour, avait jeté de l'huile sur le feu en se faisant passer pour une confidente bienveillante. Meredith écoutait en silence. Ses yeux se remplirent de larmes, ses doigts serrant la tasse chaude comme si c'était la seule chose qui l'ancrait dans le présent. Quand il eut fini, il n'y eut pas de scène, pas de cris, pas de larmes dramatiques, juste un silence lourd de sens, le genre de silence qui ne se produit que lorsque quelqu'un réalise qu'il fait face à une dernière chance. Sullivan se leva de table. Il attrapa les sacs à dos de ses filles, prépara leur déjeuner, rassembla leurs vestes et déposa le tout près du canapé pour les emmener à l'école. Il ne le faisait pas par colère. Il le faisait parce que c'était l'homme qu'il avait toujours été. Un homme d'action, un père impliqué, un mari qui, même blessé, se sentait encore responsable. Avant de partir, il s'arrêta à la porte et dit simplement « Pense bien à ce que tu veux, Meredith, parce que tu ne peux pas garder un pied dans le passé et l'autre dans le présent. Tu finiras par tomber dans le vide qui les sépare. » Puis, il partit. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Il y avait de la peine, mais une peine qui, bien que profonde, était gérée avec dignité. Et cela rendait tout encore plus difficile pour Meredith, car elle savait qu'il ne bluffait pas. Il lui donnait un choix, et le temps pour décider n'était pas infini. Meredith resta seule dans cette cuisine longtemps après que Sullivan fut parti avec les filles. La tasse devant elle était déjà froide, le café oublié, et le silence autour d'elle semblait plus bruyant que n'importe quel cri. Elle était émotionnellement épuisée, comme si elle avait couru des kilomètres sans bouger. Mais dans ce vide qui remplissait maintenant la maison, elle commençait à voir plus clairement le chemin qui l'avait menée jusqu'ici. Et, inévitablement, le nom qui résonnait dans son esprit était celui de Céleste. Céleste n'était pas n'importe quelle amie. C'était le genre de personne qui entre dans une pièce et fait tout tourner autour d'elle. Toujours élégante, pleine d'esprit, débordante d'histoires folles et d'opinions bien arrêtées. Une femme qui se vantait de vivre sans attache, pas d'enfants, pas de mari, pas de règles. Pour Céleste, la liberté était la seule religion, et c'est exactement ce qui avait fasciné Meredith pendant si longtemps. D'une certaine manière, elle voyait en Céleste tout ce qu'elle n'était pas, et peut-être tout ce qu'elle était assez curieuse ou en manque pour vouloir expérimenter, ne serait-ce qu'un instant. Elles s'étaient rencontrées au travail lors d'une réunion sur les campagnes internes. Céleste était nouvelle au département créatif et dès son premier jour, elle avait fait rire tout le monde avec son humour acéré.
Mais c'est lors de leur troisième rencontre, un verre après le travail, que la véritable connexion s'était établie. Céleste était amusante, mais aussi magnétique. Elle savait écouter, mais aussi orienter les conversations vers des sujets intrigants qui piquaient l'esprit de Meredith. Ce soir-là, qui se rejouait maintenant dans sa tête comme un film inconfortable, Céleste avait lancé une provocation qui avait semblé être une blague à l'époque. Ne t'es-tu jamais demandé ce que ce serait d'être avec un autre homme après tant d'années avec le même? Meredith avait ri, gênée, et avait répondu que non, mais Céleste n'avait pas lâché l'affaire. Elle avait parlé de relations ouvertes, de couples modernes qui s'aiment mais qui explorent d'autres connexions. Elle disait que la jalousie n'était qu'une construction sociale et que la monogamie était parfois une prison. Meredith avait essayé de contre-argumenter en parlant de respect, de loyauté, de famille. Mais Céleste, avec un sourire subtil, avait simplement dit: la loyauté émotionnelle est plus fragile que tu ne le penses. Il suffit d'une étincelle pour que tout s'effrite. À l'époque, Meredith était rentrée chez elle avec un étrange mélange de malaise et de fascination. Bien sûr, elle n'en avait rien partagé avec Sullivan, mais dans les jours qui suivirent, elle réalisa que ces mots s'étaient accrochés à elle comme une graine, petite, silencieuse, mais vivante. Et le problème avec les graines, c'est qu'une fois plantées, si elles sont arrosées, même involontairement, elles finissent par germer. Et Meredith avait arrosé cette graine. Car lorsque Graham a refait surface, c'était comme si la théorie de Céleste avait pris forme humaine, comme si elle s'était incarnée. Meredith ne lui a pas couru après. Elle n'a pas flirté ouvertement, mais elle s'est autorisée à ressentir quelque chose, une curiosité, une nostalgie, ce sentiment dangereux d'être à nouveau perçue comme une femme et non plus seulement comme une épouse ou une mère. Et avant même de s'en rendre compte, elle s'est retrouvée enchevêtrée dans un jeu émotionnel silencieux qui, bien que n'étant jamais devenu physique, rongeait lentement tout ce qu'elle et Sullivan avaient construit au fil des ans. Assise là, seule, Meredith a enfin accepté ce qu'elle avait refusé de voir. Céleste n'était pas une véritable amie. Elle était plutôt une influence, le genre de présence qui apparaît lorsque vous êtes vulnérable et qui, au lieu de vous aider à vous retrouver, vous pousse plus près du gouffre. Le pire, elle le faisait avec charme, esprit et un message fallacieux de liberté qui, en réalité, n'était que sa propre manière de justifier son vide intérieur. Elle se souvint d'une autre conversation, quelques jours plus tôt, où Céleste affirmait que le mariage était un concept dépassé, que personne ne devrait passer sa vie entière avec une seule personne, que les hommes trompent parce qu'ils le peuvent, et les femmes parce qu'elles sont émotionnellement négligées, et que c'était plus légitime. Tu ne mérites pas de vivre uniquement comme une mère et une épouse, Meredith. Tu es bien plus que ça, lui avait-elle dit, en lui tendant un autre verre de vin avec un clin d'œil. Meredith, mal à l'aise, avait souri, essayant de cacher son trouble. Mais maintenant, en se remémorant cette scène, elle ressentait de la honte. La honte d'avoir laissé ses idées prendre racine, comme si elles étaient une option valable pour quelqu'un qui était simplement lassé de la routine et non en pleine crise existentielle. Sauf que maintenant, la crise était bien réelle. Et Meredith savait qu'elle ne pouvait pas tout reprocher à Céleste. C'est elle qui avait laissé cette amitié grandir, qui avait écouté, qui avait accepté cette version déformée de la liberté. C'est pourquoi la culpabilité la rongeait si profondément. Il ne s'agissait pas seulement de ce qu'elle avait fait,
mais de ce qu'elle avait permis. Toutes ces petites trahisons quotidiennes envers ses propres valeurs. Le cœur battant, Meredith prit son téléphone. Elle ouvrit WhatsApp et commença à taper lentement. Céleste, il faut qu'on parle. Mais après avoir fixé l'écran quelques secondes, elle effaça le message. Elle prit une profonde inspiration, puis décida qu'il n'y avait absolument rien à dire. Aucune justification ne pourrait réparer la distorsion qu'elle avait elle-même laissée s'installer. Elle ouvrit ses contacts, cliqua sur le nom de Céleste et choisit de la bloquer. L'écran clignota. C'était fait. Cette décision silencieuse, sans esclandre ni annonce dramatique, fut l'un des pas les plus importants que Meredith fit ce jour-là. C'était la première coupure, le premier geste d'une femme qui, pour la première fois depuis longtemps, n'écoutait pas les conseils extérieurs, mais essayait d'entendre ce que son propre cœur lui disait. Et à cet instant, elle commença à reconnaître que s'il restait une chance de salut pour ce qu'elle avait avec Sullivan, cela devait commencer par elle. Par la femme qui était toujours là, enfouie sous toute cette confusion. La femme qui, même blessée et effrayée, voulait encore se battre. Cette nuit-là, le silence dans la chambre n'était plus le même. Ce n'était pas le silence tendu de la veille, chargé d'anxiété, de peur et de déception. C'était un silence plus lourd, mais différent, comme si entre deux respirations flottait désormais une prière muette pour tout reconstruire. Meredith avait passé la journée entière à essayer de démêler ses pensées, rejouant mentalement chaque étape, chaque conversation avec Graham, chaque conseil tordu de Céleste et, surtout, chaque choix qu'elle avait fait ces derniers jours. Les souvenirs venaient par vagues, et chaque vague apportait une pointe de honte et de regret, mais aussi une étincelle de clarté. Pour la première fois depuis longtemps, elle commençait à se voir avec ses propres yeux, et non à travers le regard d'un autre. Elle attendit le retour de Sullivan pendant des heures. L'horloge du salon semblait sonner plus fort que jamais, comme si elle rythmait le temps d'une décision cruciale. Quand elle entendit enfin la clé dans la serrure, son cœur rata un battement. Il entra, portant les sacs à dos des filles, l'air fatigué, le visage fermé. Il passa à côté d'elle dans le couloir, avec un léger hochement de tête, et se dirigea vers la chambre. Il n'était pas froid, il était prudent. Il savait que le moindre mot de travers à ce moment-là pourrait être le pas de trop. Meredith prit une profonde inspiration et le suivit. Non pas parce qu'elle avait préparé un discours ou qu'elle savait exactement quoi dire, mais parce qu'elle ne pouvait plus laisser le silence parler à sa place. Elle entra doucement dans la chambre. Sullivan était assis au bord du lit, enlevant ses chaussures. Elle s'approcha, s'agenouilla sur le sol et, les larmes aux yeux, dit simplement « Je suis là, pas parce que tu me l'as demandé, mais parce que je veux être là. » Il ne répondit pas. Il la regarda, mais c'était un regard qui ne jugeait pas, qui n'accusait pas, un regard qui écoute. Alors, elle continua, sans drame ni supplication excessive. Elle lui dit qu'elle avait bloqué Graham partout, qu'elle ne voulait plus de conversation, d'explication ou d'un adieu romantique et mielleux. Elle dit qu'il appartenait au passé et qu'elle avait fait l'erreur de le regarder comme s'il était une fenêtre, alors qu'en réalité, il était un miroir dans lequel elle avait vu un reflet d'elle-même qu'elle ne voulait plus jamais être. Elle parla de sa décision de couper complètement Céleste de sa vie, admettant que pendant longtemps,
Elle avait cherché du réconfort dans des conseils qui ne faisaient que l'éloigner de la femme qu'elle était devenue avec lui. Mais le moment le plus fort de cette conversation ne vint pas de ses excuses. Il vint du silence qu'elle garda avant d'admettre, la voix tremblante, qu'elle n'avait pas d'explication claire à ce qu'elle ressentait. Non pas par indifférence, mais parce qu'elle ne se comprenait vraiment pas elle-même. Et que c'était là la pire des erreurs, celle qui naît dans les recoins sombres de l'esprit, dans l'épuisement de la routine, dans un moment de relâchement. Une erreur que l'on ne peut rejeter sur personne d'autre que sur sa propre faiblesse. Elle se montra vulnérable pour la première fois, sans orgueil ni défense, mais avec l'humilité de quelqu'un qui sait avoir commis une faute grave, profonde, et qui ne pourra peut-être jamais la réparer entièrement. Mais malgré tout, elle voulait essayer. Elle voulait se battre. Non pas par peur de perdre sa famille, mais parce qu'elle venait de redécouvrir douloureusement la valeur de ce qu'elle avait failli jeter. Sullivan resta silencieux un long moment, les yeux posés sur elle, mais aussi lointains, comme s'il s'écoutait lui-même. À l'intérieur, il se sentait dévasté, car entendre Meredith avouer non seulement l'erreur, mais aussi la confusion qui se cachait derrière, confirmait sa pire crainte. Elle lui avait presque échappé pour de bon. Mais en même temps, c'était comme si, à cet instant précis, elle revenait. Blessée, oui. Pleine de remords, oui. Mais elle revenait. Il se pencha lentement et l'aida à se relever. Il lui demanda de s'asseoir à côté de lui. Pour la première fois, le silence entre eux fut réconfortant. Non pas parce que leurs problèmes avaient disparu, mais parce qu'il y avait maintenant de la place pour une vraie conversation. Il ne fit aucune promesse. Il ne dit pas que tout allait bien, car ce n'était pas le cas. La douleur était encore vive, et sa confiance semblait aussi fragile qu'un verre sur le point de se briser. Mais il la regarda et dit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à entendre si tôt. « Je n'ai pas renoncé, mais maintenant, c'est à toi de me montrer que tu ne renonceras pas non plus. » Une vague de soulagement la submergea. Non pas parce que cela signifiait un pardon immédiat, mais parce que cela signifiait qu'il y avait encore une chance. Le pont ne s'était pas effondré. Ils étaient encore tous les deux debout, chacun sur sa rive, se regardant, prêts à reconstruire. Cette nuit-là, ils dormirent dans le même lit. Pas comme un couple follement amoureux, pas en prétendant que rien ne s'était passé, mais comme deux survivants d'une catastrophe émotionnelle. Ils se tinrent doucement l'un contre l'autre, essayant de trouver un peu de chaleur au milieu des décombres. Elle pleura doucement avant de s'endormir, et lui, sans un mot, lui serra simplement la main sous la couverture. C'était un petit geste, mais pour quelqu'un qui se tenait au bord d'un abîme, cela ressemblait à un nouveau départ. Un départ silencieux, douloureux et surtout possible. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer des prochaines publications. À la prochaine!